Eh bien, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. On va commencer dans quelques minutes. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien? Salut à Marco. J'ai vu tes petits emojis. Salut à tous. Je vais vous tenir un peu compagnie quand même. Normalement, Alexandre va pas tarder. On va commencer d'ici quelques secondes. Donc, le programme du jour, on va revenir un peu sur les événements, sur la prise de parole. Ah, il vient d'arriver. Je ferai l'introduction un peu plus tard alors. Bonjour, Bonjour Alexandre. Tu m'entends bien? je t'entends bien. Super. Parfait. Et bah, bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté, mon invitation. Avec plaisir, Parce qu'au dernier moment, je t'ai, prévenu il y a que quelques jours. tout à fait. Mais, super, bah, merci beaucoup. Comme ça, on reste un peu dans l'actualité et hem et c'est un sujet qui moi m'intéresse, beaucoup. Donc on va commencer directement et puis, les retardataires arriveront, au cours de la discussion. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais en quelques mots te présenter, dire ce que tu fais, pourquoi est-ce que tu prendrais la parole, ce soir? Et cetera. Oui, alors moi je suis donc Alexandre Stachenko, je suis un entrepreneur. J'ai fondé une entreprise en 2015 qui s'appelait Blockchain France, puis Blockchain Partner, à la suite d'une fusion qui a changé de nom en 2017. C'était un cabinet de conseil en crypto globalement, hein. On travaillait avec des institutions financières, le CAC 40, un petit peu à l'international aussi, en Suisse, en Côte d'Ivoire notamment. J'ai vendu la boîte à KPMG en 2021, où je suis resté 2 ans comme directeur de la business unit crypto. J'ai quitté KPMG en juin 2023. J'ai fait une année d'indépendant à écrire notamment beaucoup, plusieurs livres, faire des conférences. Et puis j'ai rejoint Pemium en avril 2024, donc qui est la plus ancienne plateforme d'échange Bitcoin-Euro encore en activité, en tant que directeur de la stratégie, donc en avril, ça fait quelques mois maintenant. Et puis j'ai d'autres casquettes. Je suis également le fondateur de historiquement la chaîne Tech, mais aujourd'hui vous connaissez peut-être mieux l'ADAN, donc qui est l'association pour le développement des actifs numériques, l'association des professionnels du secteur crypto en France. J'avais été président de son prédécesseur, donc qui s'appelait la chaîne Tech entre 2016 et 2020. Donc j'ai beaucoup participé aux discussions sur la réglementation, la fiscalité, voilà, des choses très amusantes durant ces années-là. Voilà. Et puis, sinon, je vais me faire taper sur les doigts. J'ai publié récemment un long article slash livre sur la surveillance financière qui est disponible sur mon Medium, pour lequel les amis de PVH Édition font un crowdfunding. Donc, vous pouvez acheter le livre et ça comptera pour
permettre de les mettre en plus grande quantité et de faire connaître, prendre connaissance au grand public les dangers de la surveillance financière qui aujourd'hui devient vraiment, on va dire, invasive dans nos vies et qui est un problème, pas que crypto d'ailleurs, mais qui est évidemment un problème crypto. Et sinon, mes autres sujets de prédilection, c'est évidemment Bitcoin, mais tout ce qui a trait à l'environnement, l'écologie autour de Bitcoin, et puis donc la surveillance financière, j'en ai parlé, également la géopolitique autour de Bitcoin. Voilà, c'était un peu long, je suis désolé, Mais tu as un background très, très complet, donc il faut le temps pour le présenter. Et donc oui, merci. très bien, tu as fait un bon résumé. Je pense que j'aurais pas pu faire mieux. J'aurais sûrement oublié des choses. Donc très bien. Personnellement, ça fait longtemps que je te suis, notamment, je pense la première fois que j'ai entendu parler de toi, c'était sur ton papier, sur la sobriété. Non, c'est, Mhm. Bitcoin, une solution, non intuitive, contre-intuitive pour, la transition écologique, si je me suis pas trompé dans le titre. Changement climatique, je sais plus, mais oui, c'est quelque chose dans ce genre, oui. OK et parce que j'avais, commencé, bon, je j'ai pas fait ma promo, mais j'avais fait aussi, un papier dessus quelques mois avant et ça m'avait vraiment intéressé la manière dont tu, avais pris l'axe, pour parler des mêmes choses, que je faisais. Mais bref, Bien, heu, merci. donc heu, donc avant de commencer, la discussion plus profondément, pour les personnes qui connaîtraient pas cette émission, on se rejoint, tous les mardis soirs à 21h en space, sur la chaîne de Cryptost pour, parler de sujets qui touchent, à Bitcoin. Donc là, on va parler principalement de politique, mais des fois, on parle un peu de tech. Par exemple, la dernière fois, on a reçu Théo Pantamis pour parler de RGB, etc., etc. Donc, je vous ai épinglé un petit lien avec les rediffusions des podcasts, des anciennes émissions. Si vous voulez aller faire un tour, n'hésitez pas. Notamment, et il y a aussi un lien de notre Discord public. Voilà, je fais la petite promotion du Discord pour amener un peu d'utilisateurs sur cette plateforme. Notamment, on a créé un chat privé pour les, euh, comment dire, les auditeurs assidus de cette émission. Pour y accéder, il vous suffit juste d'écrire UTXO dans un chat, n'importe lequel, et ça vous donnera un rôle et accès à ce chat underground des Bitcoin maximalistes chez Cryptost. Donc, C'est une secte. c'est ça, c'est la secte Cryptost. N'hésitez pas à rejoindre. Et voilà pour la présentation un peu chiante du début. Donc si je t'ai invité ce soir, c'est pour revenir un peu sur, bah, notamment un article que tu as publié aussi sur Medium, concernant, le discours de Trump, qui a eu lieu maintenant il y a une semaine et demie à peu près, à la conférence, Bitcoin 2024 à Nashville. Mhm. Donc je vais peut-être faire un résumé rapide, comme ça on passe sur tous les, enfin sur les grandes lignes de son discours. Mais en bref, Donald Trump a, pris la parole pour annoncer plusieurs choses, notamment qu'il comptait virer Gary Gensler dès son premier jour, qu'il comptait construire une réserve stratégique en Bitcoin à partir des 200 000 BTC que le gouvernement détient déjà grâce à plusieurs saisies. Donc on pourra revenir dans les détails de ça, parce que dans les faits, c'est pas forcément possible. Euh, Ensuite, il a dit que Bitcoin pourrait dépasser la capitalisation de l'or. Il a réaffirmé sa volonté de libérer Ross Ulbricht, le fondateur de Silk Road, le marché noir, et a dit qu'il voulait faire des États-Unis la capitale crypto. Donc voilà, petit résumé. Pour ceux que ça intéresse, on a un article sur le sujet qui résume un peu tout sur Cryptost. De toute façon, on Il va a revenir aussi un peu parlé dans les détails. de son oncle qui est un génie, de sa petite fille qui parle chinois. Ouais, il a parlé de plein de choses. Aussi, aussi, il a fait du Donald Trump, un vrai show qui, euh, qui était plus amusant en tant que Bitcoiner, je trouve. Et justement, peut-être pour les personnes qui n'auraient pas lu ton article, donc, que tu as intitulé Bitcoin et le déséquilibre de Nash, en parlant donc de cette conférence à Nashville. Est-ce que tu pourrais donner ton avis sur ce que tu as pensé de son discours, globalement, en résumé, pour ceux qui n'auraient pas lu cet article? Oui, bien sûr. Il y a plusieurs lignes de lecture, niveau de lecture sur ce discours qui, pour moi, est plus un symptôme d'une lame de fond, plutôt qu'une vraie conversion et d'un candidat qui devient un candidat Bitcoin. C'est qu'il il a vu un marché électoral, il se positionne.
Donc ça c'est évidemment mon avis sur le sujet, mais en gros, effectivement, le cœur de ces annonces, on va dire, parce que effectivement on dira après, mais il a quand même beaucoup parlé pour pas beaucoup de fonds. Mais le cœur de ces annonces, c'était cette fameuse réserve stratégique nationale de Bitcoin, dont Kennedy avait déjà parlé avant lui. Mais Kennedy n'a pas la même probabilité de victoire que lui aux élections américaines, donc ça avait fait moins parler. Pour beaucoup de gens, Kennedy est un trublion, donc en fait, ce qu'il raconte, c'est rigolo, mais on le prend pas au sérieux. Et donc là, on a un autre candidat, mais qui est presque favori pour la course à la Maison-Blanche, qui reprend en partie cette proposition. Et donc, d'un seul coup, évidemment, ça devient plus juste un délire de trublion, ça devient quelque chose qui est évoqué par un des deux candidats à la présidence de la première puissance mondiale. Et donc, c'est évidemment, on change de catégorie, tout simplement. On n'est plus dans le rêve éthéré d'Hurluberlu, on est dans une proposition qui est faite par une personne qu'on l'aime ou qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qui est plus crédible, en tout cas quant à ses velléités politiques. Donc en fait, en faisant ça, il met le sujet Bitcoin un petit peu plus dans le spectre de la discussion politique, comme un sujet finalement sérieux sur lequel il faut se positionner et avoir un avis, qu'il soit positif ou négatif, mais qui doit être un peu plus informé que simplement ce qui se dit depuis des années, c'est-à-dire oh la Bitcoin c'est nul, c'est blanchiment, terrorisme, merci, au revoir. Là, il force un petit peu tout le monde à se positionner sur le sujet. Et donc, Kamala Harris, maintenant, elle n'a pas trop le choix. D'ailleurs, elle est en train de rencontrer des gens de l'industrie pour se positionner. Même si on l'a vu, elle a publié depuis un tweet qui montrait une interview de Trump où il dit on va rembourser la dette avec Bitcoin. Et en fait, le camp démocrate a relayé le tweet en ajoutant pas grand-chose et en disant regardez la blague, le mec parle de Bitcoin, il est pas sérieux. Et en fait, ils ont quand même pris moitié shitstorm dans les commentaires, parce qu'il y a plein de gens qui disaient mais en fait vous avez rien compris, Bitcoin c'est pas un truc de rigolo, c'est un vrai truc, et vous avez perdu mon vote à cause de ça. Donc maintenant ils sont obligés de se positionner, c'est en ça que c'est intéressant, c'est qu'il fait une proposition de réserve stratégique nationale, alors même qu'il y a 2-3 ans il disait que c'était une arnaque, qu'il aimait pas, ça menaçait le dollar, que c'était nul, et maintenant c'est devenu, je cite, l'industrie de l'acier il y a 100 ans, qui est remplie de génie, etc., etc. Donc effectivement, tu l'as rappelé, il y a eu beaucoup de phrases avec des superlatifs, des phrases de maximalistes hein, presque. Effectivement, Bitcoin est là pour rester, va dépasser l'or, etc., etc. Mais il y avait aussi beaucoup de confusion entre crypto, Bitcoin, Gensler, les opérations de choke point, la guerre des progressistes, etc. Donc il s'est positionné, mais il y avait beaucoup de confusion. Il y avait pas mal de choses dont on sent qu'il était bien conseillé, c'est-à-dire quelqu'un lui a dit en gros si tu dis ABCD, en fait tu vas te faire acclamer, donc il a rempli son contrat, mais ça se sentait qu'il maîtrisait beaucoup moins son sujet qu'un Kennedy par exemple, et que effectivement il rajoutait Bitcoin dans ses phrases parce qu'il se rendait compte qu'il venait de dire crypto et qu'en fait merde il fallait que je rajoute Bitcoin, donc ça se sent que le discours est vraiment un discours électoraliste. Maintenant, au-delà du fait que c'est électoraliste, ça c'est le premier niveau d'analyse, c'est que oui le truc, enfin moi j'ai vraiment souri jaune pendant le truc parce que c'est ce que j'ai mis dans mon article. Les discours de Trump, bon, j'ai vraiment l'impression de perdre des points de QI en l'écoutant, donc c'est pas une partie de plaisir. Mais n'empêche, peu importe en fait que ce soit une partie de plaisir ou pas, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de prendre un petit peu de distance et de voir que maintenant, ce que moi j'ai appelé le déséquilibre de Nash, alors évidemment c'est une référence à l'équilibre de Nash en théorie des jeux, qui est une situation dans laquelle aucun des joueurs ne regrette son choix. Même après avoir connaissance de la situation a posteriori. Et c'est une blague, évidemment, puisque le truc avait lieu à Nashville. Donc ça faisait le déséquilibre de Nash. Là, je disais, c'est un déséquilibre parce qu'il vient changer l'équilibre de Nash. Dans la situation précédente, n'importe quel personnel politique qui s'exprime sur Bitcoin n'a pas trop d'autre choix que d'en dire du mal. Parce que s'il en dit du bien, il va regretter son choix. Il va perdre des médias, il va perdre des soutiens politiques, il va potentiellement perdre des financements. Ses électeurs vont lui en tenir rigueur. Il y a trop peu de gens qui aiment ça pour que ça lui fasse gagner quoi que ce soit. Donc vraiment, c'est pas l'équilibre de Nash, c'est vraiment de dire de la merde sur Bitcoin, parce qu'on peut jamais le regretter. Là, lui, il fait changer cet équilibre-là parce que il vient positionner Bitcoin comme étant un enjeu électoral.
Qu'il fasse ou non ses promesses, je veux dire, c'est une autre question qu'on verra par la suite si jamais il est élu, mais il force les gens à se positionner et il force les gens à gagner ou perdre un électorat dans lequel il y a des single issue voters qui vont dire bon bah moi je détermine mon vote en fonction de ce que dit le candidat en question. Donc c'est en ça que le discours était très intéressant, c'est que voilà, c'est un petit peu le kickstart, on lance la course, les dominos vont tomber, il y a des parlementaires démocrates qui ont écrit à Kamala Harris pour lui dire qu'il fallait changer de posture, qu'il fallait établir une politique intelligible sur le sujet, discuter avec l'industrie. Donc c'est le signe que, d'une certaine façon, sauf catastrophe, on ne retournera pas en arrière. Maintenant, on a dépassé l'effet de seuil. Il y a suffisamment de gens qui en possèdent pour que ça devienne un enjeu électoral. Ce que je dis dans mon article à la fin, malheureusement, c'est que je fais parfaitement confiance dans notre classe politique chez nous pour qu'on continue. Numéro un, parce qu'on n'a pas passé l'effet de seuil. Nous, on n'a pas suffisamment de gens qui ont des cryptos pour que ça soit un enjeu électoral, mais aussi parce qu'on a une forme d'arrogance et de supériorité morale qu'on aime bien afficher. Et donc, je faisais la blague dans mon article en disant que c'est probable que le personnel politique français ne se risque pas à un nouveau Le Salvador, soyons sérieux, version les États-Unis, parce que bon, les États-Unis, soyons sérieux, je pense que ça fait perdre un peu toute crédibilité. Mais par contre, c'est à peu près sûr qu'on va voir du Trump, soyons sérieux. Cette personne n'est pas crédible, cette personne est un clown. Donc en fait, on s'en fout, continuons notre vie comme on le vivait juste avant. Et je déplore que déjà en 2016, lorsqu'il avait été élu, au lieu de voir un réveil, un sursaut de la classe politique française et européenne qui consisterait à dire « Oula, attention, l'allié américain, finalement, il faudrait peut-être qu'on en prenne un petit peu notre indépendance, il n'est pas tout à fait fiable », on a eu droit à l'inverse, à du serrage de dents. Donc, tout le monde qui a dit « Non, mais c'est une anomalie de l'histoire. En 2020, on va récupérer un démocrate et on pourra retourner dans notre vassalité qu'on aime bien. » Et donc, j'ai un peu peur qu'il se passe la même chose. C'est-à-dire qu'on dise non mais Trump c'est un rigolo, donc en fait on s'en fout de ce qu'il raconte. Ah merde, flûte il est élu, bon bah c'est pas grave, on serre les dents et dans 4 ans on aura autre chose. Et en fait on va perdre un temps précieux à considérer ce sujet comme étant un sujet que je pense géostratégique. J'ai effectivement beaucoup écrit sur le sujet pour des raisons évidemment de relations internationales, de commerce et puis de système monétaire et financier. Oui, je suis plutôt d'accord avec, enfin, même carrément d'accord avec tout ce que tu dis. De toute façon, moi, je suis un convaincu, donc vérifiez par vous-même. Mais selon toi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça devient un sujet? Pourquoi ça ne l'était pas il y a 1 an, par exemple? Est-ce que c'est vraiment l'état du marché ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé depuis, depuis que Trump disait que justement Bitcoin était mauvais, je ne sais plus pour quelle raison il disait ça. Parce qu'il disait Est-ce qu'il y a quelque chose qui est... que ça menaçait le dollar. Il disait il y a une seule Ouais. monnaie que j'aime bien, c'est le dollar américain. Voilà, il aurait pu rajouter derrière allez vous faire foutre que ce serait rentré dans le personnage quoi. Mais qu'est-ce qui l'a fait changer? C'est vraiment juste l'appât d'un électorat ou est-ce que c'est quelque chose d'alternatif? Je pense que il y a un sujet Trump, il y a un sujet les républicains et il y a un sujet plus global politique. Le sujet Trump, pour moi, il est effectivement en quasi-totalité électoraliste. Donc je le redis, sur scène, ça se voyait globalement qu'il maîtrisait pas ce qu'il racontait, qu'il avait un bingo, il fallait qu'il dise des termes pour se faire acclamer par la foule. Il y a un moment même assez marrant dans le discours où il dit il va virer Gary Gensler, il se fait acclamer, standing ovation, tout ce qu'on veut, et lui-même est surpris. C'est-à-dire que lui, il dit sur scène putain, je m'y attendais pas, bon bah je vais le redire, je vais virer Gary Gensler. Et tout le monde fait ouais, super, sans se rendre compte qu'en fait, c'est un cirque, quoi. C'est-à-dire que le gars vient en ayant en tête qu'effectivement, il faut qu'il dise une liste de termes pour se faire acclamer. Il dit ces termes, il se fait acclamer et il fait genre waouh, putain, je m'attendais pas à ce que ça marche autant. Bon, bah, on recommence, let's go, c'est parti. Et les gens y retournent. Donc, ça, c'était vraiment, pour moi, ça se voyait qu'effectivement, en très très grande partie, pour lui, c'est électoraliste. Maintenant, ça n'enlève pas, hein, je le dis, c'est pas parce que c'est purement électoraliste que ça n'a pas des conséquences qui vont au-delà de l'électoralisme, et notamment le positionnement dans le spectre politique. Ça, c'est pour le sujet Trump, où pour moi, c'est effectivement très électoraliste. Maintenant, il y a un sujet, les républicains aux États-Unis, qui pour moi est un peu électoraliste, mais l'est moins, en général. C'est-à-dire que les États qui ont commencé à regarder Bitcoin, qui ont commencé à légiférer d'ailleurs sur le sujet, j'allais dire positivement, le Texas en premier lieu évidemment, mais il y en a d'autres, sont des États majoritairement républicains. Les gens qui disent du bien de Bitcoin sont majoritairement des républicains.
Je pense que ça a à faire avec la tradition politique républicaine, plutôt beaucoup plus libérale. Alors libérale au sens français, parce que sinon, aux États-Unis, c'est les démocrates qui sont considérés comme liberals, mais libérale au sens liberté individuelle. Et donc évidemment, comme Bitcoin a un ethos libéral, tout ce qui est propriété privée, capital, libre entreprise, liberté, ça parle beaucoup plus aux républicains qu'aux démocrates. Donc c'est pas anodin. Je pense que ça correspond mieux à leur ethos politique de se rapprocher d'un sujet. Et d'ailleurs, on le voit dans la suite du discours et dans celui de Cynthia Lummis et d'autres d'ailleurs, que il n'y a pas que la Bitcoin stratégique réserve, il y a aussi une partie de garantir les droits de propriété, garantir la self-custody, qui sont des valeurs proches des valeurs libérales. Évidemment, je fais un parallèle avec la France, où, je le rappelle, on a une députée européenne qui a proposé de l'interdire, la self-custody. Donc on est quand même un peu loin de tout ça. Donc pour les républicains, ils voient ça comme une opportunité, mais aussi économique. Le minage, voilà, Ted Cruz, il mine. Son état maintenant, c'est 2 gigawatts, 3 gigawatts de minage. Donc c'est quelque chose où ils se rendent compte du potentiel économique de Bitcoin et ils se lancent, ils vont dans l'opportunité. Les démocrates sont beaucoup moins là-dedans et ils réagissent un peu plus proches de la philosophie européenne, on va dire. C'est-à-dire, c'est quoi ce bordel? On va le réguler. Et donc ça, c'est évidemment Elisabeth Warren en premier lieu, qui en a fait une anti-crypto-army, donc qui a fait on va dire, un marché électoral du fait d'être contre Bitcoin, donc contre les cryptos en général. Donc elle pense qu'en étant contre, elle va gagner des voix. Donc elle en a fait un objet de campagne. Et c'est pas que de la campagne, puisque derrière, évidemment, au Sénat, elle passait son temps à dire il faut interdire ça, il faut réguler ci, il faut changer ci, il faut changer ça. Donc ça, c'est la partie républicain versus démocrate. Et puis après, il y a le parti politique. Évidemment, là, pour moi, c'est juste un effet, c'est pas juste, mais en tout cas, c'est proche d'un effet de seuil, tout simplement. C'est que républicains comme démocrates, si Bitcoin est possédé par 1% des Américains, tout le monde s'en fout. Il y a trop de risques. On ne va pas parler d'un sujet qui ne rassemble pas, qui ne génère pas suffisamment de votes ou d'engouement. C'est pas le même discours si c'est 15%, si c'est 20%. Et aujourd'hui, les sondages tendent à montrer que c'est entre 15 et 20% des électeurs américains qui en ont. Ils n'ont pas forcément tous, d'ailleurs, une opinion très positive des différentes cryptos. Il y en a qui sont maxi, d'autres qui ne l'ont pas, etc. Ça ne montre pas non plus, tous ces sondages-là, la proportion de gens qui n'en ont pas et qui pensent l'inverse, c'est-à-dire qui en font un single issue en disant si jamais cette personne est pour les cryptos, bah, elle n'aura pas mon vote. Donc c'est difficile de se positionner aussi là-dessus, mais au moins on sait qu'il y a un électeur sur 5, que c'est majoritairement la jeunesse, qu'il y a un sujet des exclus aussi, des sondages qui traitent de la sociologie aux États-Unis, on voit que les gens qui en ont le plus sont les minorités ethniques, par exemple, qui en détiennent le plus, évidemment ce sont les jeunes. Donc il y a une cartographie électorale des détenteurs de crypto et surtout de Bitcoin qui fait que, bah, comme n'importe quel marché électoral, à partir du moment où il devient suffisamment important, bah, il faut être capable de proposer quelque chose pour s'adresser à ces personnes-là. Donc là, c'est démocrate comme républicain, c'est pas le même sujet, c'est pas la même importance ni la même priorité. Si on parle de 5% de détention, 10, 15, 20 ou 50, quoi. C'est juste pas la même histoire. Donc en France, comme on passe douloureusement les 12%, on n'a pas encore passé le cap de cet effet de seuil. Et je pense qu'on aura de manière supplémentaire un frein culturel qui est que les anticorps libéraux qui sont incarnés par les républicains, donc libéraux, encore une fois, au sens liberté, pas au sens politique américain, nous, on les a pas. Le libéralisme n'est pas représenté sur le spectre politique français. De l'extrême gauche à l'extrême droite, tout le monde est étatiste. Et donc, ça peut poursuivre l'inertie du système dans lequel, jusqu'à un effet de seuil plus important, malheureusement, l'intérêt du politique moyen en France sera de dire du mal de Bitcoin. Mais on risque de se faire rattraper par le fait que, d'un point de vue des relations internationales, bah, si les gens commencent à l'adopter, voilà, la posture, les États-Unis soyons sérieux, la Chine soyons sérieux, la Russie soyons sérieux, bon, au bout d'un moment, ça va finir par devenir ridicule, et donc il faudra de toute façon se positionner. Après, voilà, l'ADN quand même, encore une fois, politique en France, c'est que le Bitcoin est une attaque sur la démocratie. Donc en fait, ce sera difficile de le faire émerger dans le spectre politique français. Donc, est-ce que tu serais d'accord avec le constat de dire que ce qu'on voit avec Trump, ses positions, même qui ne sont pas forcément parfaites, ou
ou les démocrates qui sont un peu anti-Bitcoin. Au final, tout ça, tout ce qui est en train de se passer aux États-Unis, mais un peu partout autour du monde, c'est juste la théorie des jeux en fait qui est en train de se dérouler devant nos yeux et qui est déjà un peu trop tard pour être arrêté. D'ailleurs, je crois que dans ton article, tu disais on ne reviendra pas en arrière. Est-ce que c'est un peu ce truc-là que tu voulais dire ou Je pense que je mettais une petite astérisque en disant sauf cataclysme. Voilà, Oui. je me protège quand même parce que oui, toute chose égale par ailleurs, pour moi, on ne reviendra pas en arrière. Mais ça suppose un toute chose égale par ailleurs. Je suis incapable de prédire le comportement de Bitcoin dans un conflit planétaire, s'il y a un bug informatique, si voilà, il y a plein de scénarios qui ne sont pas écartés complètement. Mais évidemment, c'est la loi dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, pardon, mais plus ça fait longtemps que ça existe, plus ça risque d'exister longtemps. Donc pour moi, quand je calcule le risque dans ma tête, entre guillemets, effectivement, je suis plutôt de ceux qui pensent que on ne reviendra pas en arrière. Ok. Et j'ai perdu mon fil de la pensée. Euh, mais donc, est-ce que ça, enfin, ok, c'est ça, j'ai retrouvé. Mais quel avenir tu vois donc pour Bitcoin par exemple aux États-Unis avec un Trump qui se positionne, qui dit je vais faire de Bitcoin une réserve. Est-ce que tu penses qu'il va d'une vraiment le faire? Et si oui, est-ce que ça va durer dans le temps? Est-ce que tu penses que c'est vraiment une conviction solide, enfin une promesse solide et que ça prendra forme? Ou est-ce que ça prendra une autre forme? Est-ce qu'ils vont pas se rendre compte, ah bah en fait, c'est bien, on peut contrôler la population en suivant la blockchain, les transactions, etc. et mettre plus de contrôle? Comment est-ce que tu vois ça évoluer? Il va y avoir une vraie tension entre la tentation du pouvoir et les promesses qui ont été faites, ça c'est sûr. Ça va dépendre, je pense, de mon deuxième niveau de lecture dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les républicains. Euh, les États-Unis sont un pays qui est quand même suffisamment décentralisé. Les États ont des pouvoirs, hein, il n'y a pas que l'État fédéral. Donc Trump n'a pas tous les pouvoirs, y compris s'il est élu. Donc il faudra qu'il opère dans le cadre de ce qui lui est permis. Je pense qu'il aura d'autres priorités. S'il est élu, il y aura clairement des sujets un peu plus majeurs que Bitcoin à son agenda. Et donc, ce qui va déterminer, à mon sens, si il y aura un petit aiguillon qui va lui rappeler régulièrement, dis donc, tu as fait des promesses et en fait, tu as un électorat à pas décevoir, bah, c'est les républicains, c'est son camp. C'est voilà, combien il y a de Cynthia Lummis, de Ted Cruz, qui en fait développent des vraies choses. Voilà, hein, encore une fois, le Texas aujourd'hui, je pense que ERCOT est très très donc le gestionnaire de réseau texan, réseau électrique, ils sont très très contents de l'existence de Bitcoin. Ils n'aimeraient pas qu'on leur enlève, et donc c'est devenu partie intégrante du paysage industriel texan. Donc ça va commencer à rapporter des taxes, ça va commencer à attirer du monde, donc ça va devenir un fait politique Bitcoin. Il y a des gens qui vont avoir des emplois qui dépendent de Bitcoin. Donc à ce moment-là, bah, ça devient un fait politique et Ted Cruz, il va rappeler à Trump eh oh, tu t'avais promis ça, moi j'ai des électeurs qui vont être déçus. Mais si Ted Cruz il est tout seul, bon bah ça passera à l'amende parce qu'il a d'autres sujets et d'autres chats à fouetter. S'il y a beaucoup de Ted Cruz, que le Bitcoin monte, que ça devient un sujet pour 30% des gens, 40% des gens, oui, il y a clairement à un moment donné, l'aiguillon va être trop fort pour qu'il ne fasse rien. Mais ça, c'est pas lui qui le détermine, entre guillemets. Ça va être majoritairement la macro, en fait. Pour moi, c'est pas du tout le même scénario si le 4 janvier au soir, il y a une pandémie mondiale doublée d'une guerre mondiale, que s'il n'y a rien du tout, que les marchés sont au plus haut et que le Bitcoin se porte hyper bien et que voilà, en fait, il y a tellement de paramètres. Bitcoin, c'est un paramètre parmi tout cela. Et lui, il va se positionner en tant que politicien des États-Unis, président des États-Unis s'il est élu. Donc les États-Unis, c'est pas juste Bitcoin. Les États-Unis, c'est la santé, le militaire, la justice, la police. Il aura d'autres chats à fouetter. Donc encore une fois, moi, dans ce qu'il a dit pendant le discours, j'ai vu quelqu'un qui disait ce que son audience voulait entendre, quoi. Donc je pense que c'est pas en haut de la liste de ses priorités de choses à respecter en termes de promesses. Je pense que son électorat cœur l'attend beaucoup plus sur des sujets très terre à terre du genre l'immigration, mettre un mur à la frontière, etc., etc. Ça va pas nécessairement se jouer après l'élection
sur Bitcoin, d'autant que, si je me souviens bien, je ne suis pas spécialiste politique américaine, mais je crois qu'après, il ne pourra de toute façon pas se représenter. Donc, en fait, il n'aura pas d'élection, d'autres promesses à faire. Donc, en fait, il sera libre d'une certaine façon de faire ce qu'il veut. Ouais, je suis plutôt d'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour lui de se faire quand même réélire? Enfin, dans la loi, c'est vraiment 2 mandats, point, ou c'est 2 mandatures C'est pour ça que je dis, consécutives? je Ah, suis tu pas pas sûr? spécialiste. De mémoire, c'est 2 mandats, point. Je voudrais pas dire de bêtises, donc si les gens veulent vérifier, mais il me semble que D'accord. c'est 2 mandats, point. OK. Et donc tu as mentionné Cynthia Lummis, donc sénatrice, du Wyoming, si je me trompe pas, Tout à fait. qui a récemment, pendant la conférence, la même conférence où Donald Trump a pris la parole sur scène, qui elle aussi, juste après, est venue sur scène pour présenter un projet de loi qui n'était pas encore finalisé, mais qui était en cours de production, qui s'appelle le Bitcoin Act. Et quelques jours plus tard, elle a enfin publié Hmm. son projet de loi. Donc pour le résumer, cette loi a pour objectif d'établir une réserve stratégique en Bitcoin qui aurait pour but d'acheter 200 000 Bitcoins par an pendant 5 ans, c'est-à-dire jusqu'à atteindre 1 million de Bitcoins de réserve, de mettre des preuves de réserve enfin que l'État publie des preuves de réserve et des rapports trimestriels. Et surtout, elle a mis l'accent sur l'importance de protéger la vie privée des utilisateurs et la safe custody, etc. etc. Est-ce que tu as pu regarder un petit peu cette loi et si oui, qu'est-ce que tu en as pensé globalement? Est-ce que c'était mieux que le discours de Trump ou Alors, d'une certaine façon, oui, Cynthia Lummis, elle a un petit peu sauvé le discours de Trump, je dirais, parce qu'elle a suivi instantanément derrière et qu'elle a précisé tout de suite, parce que, enfin, quand même assez un peu con, mais euh, ça avait fuité, entre guillemets, que Trump allait parler de réserve stratégique. Donc, en fait, tout le monde était presque en train de dire, bon, allez, quand est-ce qu'il dit réserve stratégique? Allez, quand est-ce que ça arrive? On va acheter du Bitcoin, vas-y, dis-le, dis-le. Et en fait, il ne l'a pas dit. Ce qu'il a dit, c'est on ne vendra pas les bitcoins qu'on a déjà et ça servira de base pour constituer une réserve stratégique. Et donc tout le monde était un petit peu sur sa faim en disant mais en fait c'est ça son annonce, c'est qu'il ne va pas vendre. Donc ok, il y a une réserve stratégique, mais en fait c'est juste qu'il ne vend pas. Bon, c'est quand même un peu moins fort comme annonce de dire je ne vends pas, t'inquiète, que de dire on va acheter 200 000 bitcoins par an pendant 5 ans. Et donc, il y avait un petit peu ce moment de flottement où il termine son discours et tout le monde est un petit peu partagé entre, bon, bah, il a quand même dit réserve stratégique, mais bon, c'était pas réserve stratégique, quoi. Voilà, on vend pas, hein. et On n'est pas des week-ends. pour plus de précision aussi, ce qu'il a dit exactement, c'est qu'aujourd'hui, les États-Unis détiennent environ un peu plus de 200 000 BTC qu'ils ont récupérés via des saisies, notamment Silk Ouais. Road etc. Mais dans ces 200 000 BTC, il y a 95 000 qui appartiennent à Bitfinex. C'est-à-dire que légalement, ils n'ont pas la possibilité de récupérer ces 95 000 BTC. Ils vont devoir revenir à Bitfinex un jour ou l'autre. Donc ça voudrait dire, si la loi de Cynthia Lummis n'est pas votée, mais Mm. que la volonté de créer une réserve de 200 000 BTC, ça voudrait dire que le gouvernement devra acheter environ 100 000 BTC à un moment donné. Donc c'est pour ça que c'est pas très clair, et pour les personnes qui savaient que c'était pas possible, je pense qu'ils ont dû bien rire dans la scène, enfin dans Bah, en la fait, je conférence. sais pas si c'était du rire ou enfin, moi, de la gêne. Je pense qu'il y a des gens qui ont été gênés de se dire, mais en fait, on s'attendait à une annonce et on a un truc qui n'est même pas compréhensible. Il achète ou il achète pas, alors finalement. Donc, en fait, il y avait cette forme de gêne qui a tenu en train de se dire, est-ce qu'on doit se réjouir, pas se réjouir, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, Cynthia Lummis passe après et elle dit assez rapidement, voilà, merci beaucoup. Alors voilà, notre projet de loi pour acheter plein de bitcoins, on va faire une super réserve et ce sera 1 million de bitcoins d'ici 5 ans. Et en fait, voilà, en l'espace de 1 minute ou deux, elle a détendu l'atmosphère, parce que tout le monde s'est dit, ah, donc ok, donc c'est pas juste, on va garder 50 000 ou 100 000 bitcoins qui représentent pas grand-chose par rapport au PIB des États-Unis sur celui du monde. Non, c'est en fait, on a une ambition d'en détenir tant, et donc on va proactivement se mettre à en acheter. Puis il y a ceux qui pensent au prix, évidemment, qui se sont dit, bon, bah, si les États-Unis garantissent qu'ils vont en acheter 1 million, a priori, le prix to the moon. Oui, Donc puis surtout Cynthia que d'autres Lummis, pays feraient la même chose, quoi. ouais,
Je pense effectivement qu'à ce stade-là, il y a des pays qui le diront pas forcément d'ailleurs, mais qui seront tentés de faire la même chose. Donc Cynthia Lummis, elle a un petit peu sauvé quand même le discours de Trump. Euh, donc ça, c'est première chose. Deuxième chose, c'est que dans cette proposition de loi, effectivement, il y a des choses qui ne relèvent pas de la réserve stratégique et dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont plus de l'éthos, pour rassurer une philosophie politique plutôt libérale. Donc c'est effectivement garantir le droit à la self-custody, la propriété privée, qui sont des retours aux sources en fait, qui sont voilà, on ne fait pas de capitalisme ni de libéralisme sans propriété privée, donc il ne faut pas interdire la capacité à posséder en propre ces bitcoins, c'est important. Donc ça c'est quelque chose qui ne relève pas de la réserve stratégique, mais qui montre que elle a compris dans le fond certaines des angoisses existentielles des bitcoiners. Parce que pour le coup, effectivement, l'interdiction de la propriété privée via, par exemple, la restriction de la self-custody, c'est quelque chose qui fait partie des anxiétés des bitcoiners, des anxiétés qui sont justifiées dans la mesure où, encore une fois, ça a été proposé en Europe. Donc c'est pas quelque chose qui relève du délire. Donc ça c'est particulièrement important de le mentionner. Sur le programme d'achat de Bitcoin, alors il y a tout un considérant que c'est stylé, que c'est de l'or numérique, nanana, qui pareil, lui a une importance, non pas parce que c'est nouveau, parce que les Bitcoiners sont plutôt convaincus de tout ce qui est écrit et ils ne découvrent rien de nouveau, mais c'est important dans le fait que c'est une proposition de loi déposée au Parlement américain. Et donc là, on n'est plus sur Nayib Bukele du petit pays d'Amérique latine, capitale du crime, qui propose d'introduire la Bitcoin Lei. On est sur la première puissance mondiale, dont une sénatrice propose une proposition de loi qui a été soutenue par un président sortant et qui est favori à la réélection. Donc c'est pas le même game en fait, c'est juste pas le même niveau d'importance, alors même que c'est les mêmes phrases. Le préambule de la Bitcoin Lei, j'invite tout le monde à le relire, il était très intéressant aussi. Il était même d'ailleurs un peu plus ambitieux, puisqu'il disait les banques centrales c'est nul, la monnaie c'était précis, etc. Bon là je me souviens plus avoir lu ça, mais je ne crois pas que Cynthia Lummis écrive que la Fed c'est de la merde. Donc c'est peut-être un peu plus timoré, mais la situation n'est pas la même. Mais en tout cas c'est quand même important d'avoir ces convictions écrites, alors qu'elles sont quand même assez orthogonales avec une partie de ce que pense le public et la classe politique américaine de Bitcoin. Sur la partie réserve stratégique, alors elle met un plan, 200 000 bitcoins par an, il ne faut pas que ça bouge le cours, on doit les conserver au moins 20 ans, etc. etc. Moi, ce qui m'intéresse, ce serait le débat, d'ailleurs que certains, alors je ne sais plus qui, pardon, vous m'excuserez, mais que certains ont eu sur Twitter de dire, mais en fait, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir une réserve de Bitcoin, y compris en tant que Bitcoiner? Certains ont fait le parallèle en disant, bah, l'État, c'est pas un fonds d'investissement. On ne lui demande pas d'acheter des actions, d'acheter des obligations, etc. On lui demande de gérer un budget et de s'en tenir à ce budget. Ça n'a pas de sens non plus dans la mesure où il n'y a pas de monnaie qui est backée par le Bitcoin. Donc en fait, c'est pas comme si on avait une monnaie représentative dont l'étalon est Bitcoin et donc on doit stocker les Bitcoins pour backer cette monnaie représentative. Là, on les stocke et après on dit qu'on n'en fait rien. Donc c'est vraiment de l'investissement, de la réserve de valeur, mais de la part d'un État qui dépense une partie de son budget pour aller constituer un tas de commodities en fait. Enfin, ça, il peut le faire sur du stratégique, il le fait sur le pétrole par exemple, dans lequel ils ont tapé pendant le Covid par exemple, mais il y a peut-être la question qui se pose sur est-ce que le Bitcoin aujourd'hui revêt la même importance stratégique que d'avoir une réserve de pétrole sur laquelle l'économie entière s'effondre. Donc cette discussion, elle est légitime, de se demander, voilà, pourquoi est-ce qu'on ferait ça au niveau de l'État, de constituer une réserve stratégique. Alors, effectivement, après, la discussion, bon, elle est légitime, mais derrière la proposition de loi, est-ce qu'elle est? Et si jamais elle passe, bah, effectivement, le signal, il est quand même très positif pour l'adoption, pour le prix, pour son institutionnalisation. Et donc, la proposition de loi, j'ai pas, pour être honnête, regardé si elle avait
beaucoup de soutien bipartisan, pas bipartisan. Je regarde ça de loin en me disant que c'est probablement que ça n'arrivera pas, mais supposons que ça arrive, c'est évidemment quelque chose d'absolument majeur. Ça, je pense sans aucun doute. Ce sera impossible pour les pays qui regardent la première puissance mondiale qui est en train d'accumuler du Bitcoin de continuer de dire ils sont rigolos, nous on va continuer de stacker des obligations françaises. Ce sera ridicule. Et qu'est-ce que tu penses que, qu'est-ce que cette réserve de Bitcoin, pardon, aura comme impact vraiment sur l'économie? Est-ce que c'est vraiment juste faire du profit, rembourser la dette, comme Trump l'a dit, je crois que c'était il y a quelques jours sur un plateau télé qu'il voulait acheter du Bitcoin, je crois que tu l'as mentionné juste Ouais. avant. Donc c'est vraiment juste pour faire du profit et Ça a été revendre derrière? présenté comme ça, hein. C'est même la proposition de loi le présente comme ça et dit d'ailleurs que les bitcoins seront loqués et ils n'auront le droit d'être utilisés que pour rembourser la dette. Ouais. Je suis pas convaincu d'ailleurs en fait que ce soit parfaitement cohérent avec le préambule bitcoiner, c'est-à-dire que si on est convaincu que Bitcoin a vocation à être utilisé de manière un peu plus large, c'est qu'en fait par contraposé, on n'est pas convaincu que le système fiat est complètement viable et que donc du coup à un moment donné il va s'effondrer. Donc d'une certaine façon, ce serait utiliser de la monnaie dont on est convaincu qu'elle est dure et saine pour rembourser une dette dont de toute façon tout le monde sait qu'elle ne sera jamais remboursée, dans une monnaie qui est considérée comme du papier toilette. Donc en fait, c'est même pas cohérent en fait, d'une certaine façon. Pour moi, si c'était cohérent, il dirait on fait un stock et puis on verra quand les monnaies se seront effondrées. Je prends beaucoup de guillemets puisqu'évidemment ils peuvent pas écrire ça, mais au moins on aura un stock de hard assets qu'on pourra utiliser pour régler le commerce international et prendre un leverage monstrueux sur les autres. Je fais un parallèle historique avec les autres monnaies dans l'histoire de l'humanité. C'est quelque chose d'ailleurs dont Lynn Alden parle assez bien dans son bouquin Broken Money, que je recommande, qui est très très bien, où elle montre toutes ces séries d'exemples historiques dans lesquels certains pays, certaines nations prennent le contrôle sur d'autres nations via la dureté de leur monnaie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en gros, si j'arrive dans une région dans laquelle la monnaie c'est des perles, pourquoi c'est des perles? Parce que c'est difficile à faire, il faut les travailler, il faut les trouver, etc. Donc en fait, ça demande une quantité de travail importante, et donc c'est une bonne représentation de valeur dans le temps. Mais moi, si j'arrive avec une technologie qui me permette de créer et de ramasser dans les fonds marins des perles 100 fois plus vite, en fait, je viens défoncer l'économie de ce pays parce que les gens échangent leur travail contre quelque chose dont ils ne s'aperçoivent pas que ça n'a aucune valeur. Donc en fait, ils vendent, enfin ils passent en quasi-esclavage parce qu'on les paye dans un truc dont nous on se fout. En fait, on peut le ramasser en 2 secondes dans les fonds marins et hop, on vient de s'approprier la moitié de la production d'un pays. Et donc ça, on l'a fait avec certains pays africains, on l'a fait avec évidemment les Amérindiens avant l'établissement des États-Unis, enfin après aussi d'ailleurs les États-Unis ont voilà, pas un passé très sympathique avec les Amérindiens. Et donc on pourrait faire un parallèle historique en disant qu'effectivement, si moi je stocke un hard asset qu'il n'est pas possible de multiplier comme des petits pains, alors qu'en face, il y a des gens qui créent de la monnaie à plus savoir quoi en faire et qui achètent le travail de l'entièreté de l'humanité sans se rendre compte, sans que l'humanité ne se rende compte que c'est dans une monnaie de singe, la philosophie voudrait qu'ils gardent ce hard asset jusqu'au jour où les gens en fait exigent d'être payés dans ce hard asset, parce qu'à ce moment-là, en fait, Bitcoin vaut des trillions par rapport à une monnaie qui ne vaut rien. Et donc dans ce cas-là, c'est pas une question de rembourser la dette. Ils s'en foutent de rembourser la dette dans une monnaie de singe. À ce moment-là, en fait, ils ont tellement d'argent, hard asset, que ils viennent de prendre une position dominante sur le reste du monde. Donc ça, ce serait une position cohérente jusqu'au bout. Si c'est pour Mais, rembourser la dette, qu'ils ne rembourseront de façon jamais, je ne vois pas l'intérêt. mais est-ce que c'est pas déjà un peu ce qui se passe aujourd'hui avec le dollar ou certains pays, comme le Salvador par exemple en Mhm. 2001, je crois, qui ont adopté le dollar et abandonné leur monnaie. C'est un peu le même mécanisme qu'on a. Donc, tu Oui, imagines bien vraiment sûr. la même chose, un remplacement sur le long terme des monnaies. Oui, mais en fait, le Salvador, ça faisait sens parce qu'ils étaient colonisés de façon monétaire, hein, encore une fois. C'est que, évidemment, toutes les décisions. Quand Donald Trump a envoyé ses chèques à tout le monde, ceux qui ont payé, c'est les Salvadoriens. Donc, Mm. ils n'étaient pas contents de financer la consommation américaine juste parce que Donald Trump s'est dit qu'il allait faire des chèques aux Américains. Donc, c'est très intéressant pour le Salvador de diversifier et de prendre une indépendance par rapport à ça. Pour les États-Unis, là où c'est curieux, c'est que ce sont eux qui produisent le dollar. Donc en fait, ils sont
ils sont dans un dilemme. Soit ils essayent de poursuivre la fuite en avant le plus longtemps possible, et dans ce cas-là, il ne faut pas qu'ils adoptent le Bitcoin, puisqu'ils ne feraient qu'accélérer la chute, entre guillemets. Soit ils ne veulent pas accélérer cette fuite en avant, ils veulent en sortir le plus vite possible, mais dans ce cas-là, ça s'appelle un suicide. C'est vraiment, ils ont un actif qui est le dollar, qui est quand même un levier de puissance absolument monstrueux sur le monde entier, dont beaucoup de politiciens américains ont parfaitement conscience. Donc, ils n'ont pas envie de suicider le dollar. Ils ont envie de garder le bon vieux dollar. D'ailleurs, c'était ce que disait Trump il y a encore 2-3 ans. Voilà, le Bitcoin, c'est une menace au dollar. Moi, j'aime bien le dollar. Donc, c'est curieux comme dilemme. Et je pense que la question va être intéressante à suivre dans les prochaines années, avec la précision que je fais encore une fois que la macro va décider de beaucoup de choses. C'est pas juste Trump dans son coin qui dit voilà, go, et puis en fait ça se passe. Et est-ce que la stratégie parfaite, au final, ce serait pas pour les États-Unis, mais n'importe quel pays, d'adopter Bitcoin, mais de juste pas en parler, le faire secrètement, pour pas que ça éveille des soupçons ou que ça fasse trop parler de Bitcoin, et que petit à petit, ils en bénéficient sans que les gens le sachent vraiment? Est-ce que c'est pas une stratégie Ça plus peut simple? l'être, mais il y a un enjeu encore une fois, de théorie des jeux. Si moi je m'accapare 20 millions de bitcoins en circulation de manière discrète et qu'en 2040 je fais haha, je vous ai eu, en fait c'est moi qui les ai, il n'y a plus d'intérêt à Bitcoin. Il y en a 20 millions et ils sont tous possédés par une seule personne. Donc on va passer à autre chose. Et donc en fait j'ai 20 millions de rien. Avant que je les redistribue et que je fasse en sorte que la monnaie circule. Mais ce sera quelque chose qui organiquement est déjà difficile à faire, alors le faire de manière artificielle sera difficile aussi. Ce qui est pas anodin, c'est qu'en prenant 1 million de Bitcoin comme cible, Cynthia Lummis, en gros, en pourcentage, elle arrive à peu près le PIB des États-Unis sur le PIB du monde, ce qui serait logique en fait. C'est-à-dire que chaque État possède la proportion de son PIB dans une réserve qui n'est pas manipulable par qui que ce soit. En tout cas, je dis pas que j'adhère à la logique, mais je dis au moins il y a une logique derrière ça. Donc, il pourrait le faire de manière secrète, mais bon, déjà, on pourrait faire la petite phrase naïve qui consiste à dire que c'est quand même une démocratie, donc ils sont censés le faire de manière transparente. Mais au-delà de ça, je suis pas convaincu que s'il le faisait complètement de manière secrète, ce serait très intelligent. Le faire au début de manière secrète, ça pourrait être intelligent, parce que du coup, effectivement, tu as un upside sur le début de ce que tu achètes. Mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Je pense qu'il se pose la question. Voilà, je n'ai pas d'avis tranché là-dessus. Ok, très bien. Et donc pour quitter peut-être un peu les États-Unis, ça fait déjà 45 minutes qu'on parle des États-Unis. Est-ce qu'une loi similaire pourrait être applicable dans un autre pays? On a mentionné le Salvador qui ont déjà complètement adopté Bitcoin. Et est-ce qu'on pourrait avoir d'autres pays comme ça autour du monde, peut-être que tu penses, ou qui se sont rapprochés plus ou moins de Bitcoin? Est-ce que ce serait possible en Europe? Est-ce que ce serait possible en France, par exemple, qu'on ait quelque chose comme ça? Et est-ce que ça changerait quelque chose dans leur comment dire, dans l'économie de plus ou de moins par rapport à ce que Bitcoin apporterait à l'économie? C'est une question un peu, un peu Un compliquée, peu désolé. large. Un peu très large, Si ouais. possible, réponds en moins de 5 minutes, Alexandre. Non, en fait, c'est tellement multifactoriel que c'est très difficile à prévoir. L'Europe me semble clairement pas l'endroit où ça va se passer. Comme je le disais, culturellement, on est très, 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 très éloigné de tout ça. Je rappelle que Christine Lagarde trouve qu'on est en retard sur la Chine. Donc c'est pas la pente qu'on est en train de prendre. Ça m'attriste énormément, mais voilà, si je suis un petit peu honnête, je regarde ce qui se passe et c'est pas vers là qu'on se dirige. Maintenant, encore une fois, c'est un raisonnement toutes choses égales par ailleurs, hein. Si jamais on a un effondrement obligataire, que la France fait faillite et que dans 6 mois on est sous tutelle du FMI, ce qui n'est pas complètement improbable comme scénario non plus, étant donné qu'on n'a pas de gouvernement, ça peut parfaitement changer. En fait, on peut très bien avoir une adoption grassroots par les gens qui disent mais en fait je veux plus avoir de ce shitcoin qu'est l'euro, donc je me casse. Mais bon, c'est pas le scénario le plus probable à l'heure actuelle, mais il est dans le domaine des possibles. Ceux pour lesquels c'est plus plausible, mais qui souvent font face à ce dilemme que j'ai déjà mentionné, c'est les pays effectivement d'Amérique latine qui se sont renseignés sur la méthode Bukele, qui fait beaucoup d'émules en Amérique latine. Il y a beaucoup de gens qui se disent putain, mais là, le gars est là depuis 4-5 ans et en fait son pays est devenu super safe, il est très populaire sur les réseaux sociaux, il a mis son pays en avant, etc. Donc ils vont s'inspirer. Comment t'as fait? Ah, mais en fait il y a Bitcoin dans le tas, bon, bah, c'est intéressant.
Je rappelle que le Salvador avait accueilli, quelques mois après l'adoption de Bitcoin comme monnaie légale, une conférence internationale sur l'inclusion financière, dans laquelle il y avait une quarantaine, une cinquantaine de pays qui étaient venus, et il y a eu tout un passage de toute la délégation à El Zonte pour regarder Bitcoin, etc. Donc il y a des pays que ça peut intéresser, mais c'est pas les pays dont la population est bancarisée, avec un cartel bancaire, une confiance totale dans l'État, une culture de la centralisation. Voilà, on pourrait continuer la liste, mais globalement, ce sont des cases qui sont cochées par la France, notamment, mais l'Europe dans une moindre mesure également. À l'inverse, un pays dans lequel, je sais pas moi, il y aurait 30 ou 40% de gens qui n'ont pas de compte bancaire, dans lequel il y a quand même une couverture satellite ou Internet importante, voilà, ce sont des pays dans lesquels il y a peut-être plus de chances qu'il y ait une adoption bottom-up par les gens d'abord en actifs de réserve et éventuellement en moyens de paiement, mais je pense que moyen de paiement, ça viendra soit s'il y a un effondrement monétaire, soit si il y a une progression forte sur l'UX, qui aujourd'hui n'est pas idéal. Et donc dans ces pays, par exemple d'Amérique latine, ça peut être effectivement une étape de plus vers laquelle ils sont tentés d'aller si jamais Bitcoin continue sa progression dans le prix, parce que Bukele pourra dire voilà, c'est un succès, ça fait 3-4 ans, les gens continuent d'utiliser, on a une progression, en plus on a gagné de l'argent. Ce ne sera pas la même histoire que celle qu'il était en capacité de raconter il y a un an. C'est-à-dire on a adopté, les gens l'ont quitté, en plus on a perdu de l'argent, bon c'est moins sexy comme histoire. Donc là, si ça progresse, il aura une histoire qui sera peut-être un peu plus engageante. Je rajoute un facteur supplémentaire qui permettra de regarder l'adoption, mais plutôt top-down, comme on dit. C'est le caractère propice de la région au minage. Et je pense que ça peut contribuer dans des pays où il y a des surplus, dans des pays qui ont beaucoup de régions isolées, qui ont des ressources naturelles à valoriser. Je pense que le Bitcoin peut trouver une porte d'entrée par là. Mais encore une fois, ici, l'Europe ne va pas faire partie des premières régions à l'adopter, malheureusement. Ouais, pour l'adoption du minage aussi, je pense que l'Europe est pas mal en retard, alors que ce serait Oui, un la cas Norvège d'utilisation. est en train de vouloir interdire le Bitcoin, le minage, Ouais, pardon, ce mais qui je n'a crois que aucun sens. la loi, en fait, ils ont passé une loi qui permet aux communes d'interdire les fermes, mais c'est pas si strict que ça. Ça permet de le faire, mais je pense que ça va évoluer Ouais, mais même dans le mauvais sens, quoi. c'est toujours le même raisonnement bizarre, c'est-à-dire que ce serait la première activité économique sur laquelle on dit parce que c'était l'activité économique, on a le droit de dépencher. Mm. Alors même que le mix électrique de la Norvège, c'est globalement 100% d'hydro. Donc là, qu'on vienne pas nous chercher avec ça pollue, ça met du CO2 dans l'atmosphère. Enfin, oui, effectivement, Alex de Vries avait quand même sorti que ça coûtait beaucoup d'eau parce que l'eau s'évapore dans les bassins des barrages. Enfin, je pense que on peut attendre un peu mieux quand même comme réflexion de la part d'un pays comme la Norvège. Ouais, de toute façon, ça a été debunk maintes et maintes fois. Oui. Et concernant donc tu as parlé des pays émergents d'Amérique latine, mais concernant les pays des BRICS, donc là, il y a pas mal de tensions qui se passent entre Israël et l'Iran. Donc il y a l'Iran qui a rejoint les BRICS récemment, qui s'est rapproché de la Russie, Mm. et plein d'autres pays de BRICS. Donc il y a aussi l'Afrique du Sud, la Chine, etc., l'Inde. Est-ce que tu les vois, eux, adopter Bitcoin d'une manière similaire à une réserve ou en tant que monnaie Pour dans moi, un avenir? en gros, Bitcoin, ça répond complètement au cahier des charges de ce qu'ils cherchent. C'est anti-dollar, c'est diversifiant, ça permet de ne pas avoir des balances commerciales qui soient en permanence équilibrées. Ça permet d'avoir un système de paiement mondial, indépendant, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, non manipulable, qui n'a pas besoin d'utiliser la monnaie d'un État en particulier. C'est le cahier des charges rêvé qu'ils cherchent. Mais il exige de renier une partie du pouvoir que leur accorde leur propre monnaie. Et donc ce dilemme-là, je suis pas en capacité de te dire quand est-ce qu'ils vont dire bon bah let's go, on y va. Ils peuvent le dire dans 6 mois, ils peuvent le dire dans 10 ans, je n'ai aucune idée. Mais dans le fond, je vois pas pourquoi ils le feraient pas. Voilà, je vais pas répéter ce que j'ai dit, mais pour le commerce international, s'émanciper de SWIFT, de Visa, de Mastercard, du dollar, du système dollar, du FMI, de la Banque mondiale, machin, enfin, il y a que des avantages pour eux. Donc nous, on devrait être en capacité de se dire, merde, ils ont un truc, donc ils ont plein d'avantages et ils peuvent se rendre complètement indépendants, autonomes. Anticipons, ils ont quelque chose. Mais pour l'instant, on est encore dans le déni globalement. Déni qui, encore une fois, n'est pas
sur ce sujet-là peut être justifié dans la mesure où le dilemme qui se pose à la Chine, la Russie, etc., c'est est-ce que, malgré le fait que ça répond parfaitement à leur cahier des charges, est-ce qu'ils seront suffisamment, j'allais dire courageux, je ne sais pas si c'est du courage, mais ils voudront suffisamment sauter dans le vide pour dire on y va, même si ça exige d'admettre en ce faisant que notre monnaie n'est pas la panacée. Alors que ça leur donne un pouvoir monstrueux, évidemment, sur leur population et sur leur économie, leur pays. Donc ça, ce dilemme-là, je ne sais pas s'ils vont choisir de partir dans l'une ou l'autre des directions. On peut imaginer des scénarios hybrides aussi. Typiquement, ça peut être la Chine qui va vouloir faire son yuan numérique domestique parce que elle a envie de contrôler la population et qui va inciter les autres pays à faire du commerce international avec elle en Bitcoin, voire à commercer entre eux en Bitcoin parce que même si ça ne la concerne pas, elle préfère qu'ils échangent en Bitcoin plutôt qu'en dollars. Donc il peut y avoir des scénarios hybrides comme ça au milieu. Mais ça aujourd'hui, à part faire ces scénarios, c'est très difficile de se positionner sur leur probabilité d'occurrence. Ouais, par rapport à l'Iran, donc que j'ai mentionné, j'ai aussi fait pas mal de recherches et enfin c'est un pays qui me concerne aussi beaucoup et par rapport à l'adoption de Bitcoin là-bas, c'est un cas très intéressant parce que comme tu dis, ils ont toutes les raisons de l'adopter et en fait, ce qui est assez fou encore plus en Iran, c'est que à la fois Bitcoin peut permettre à l'État de se libérer de l'embargo des États-Unis et de l'Union européenne, mais en plus Mais de il ça, permet à la la population. population de se libérer de l'État. C'est ça, exactement. Donc, en fait, c'est un win-win et là, ils sont vraiment dans un entre-deux où ils interdisent pas encore Bitcoin, mais c'est vraiment dans un entre-deux de on sait pas trop qu'est-ce qu'on fait. Pour l'instant, tout est libre, entre guillemets. C'est un peu un des seuls marchés qui est libre dans ce pays. Et c'est dans un entre-deux et les bitcoiners iraniens sont dans ce doute de j'utilise Bitcoin parce qu'on me le permet et que je suis libre de le faire, mais potentiellement derrière je vais être censuré pour ça ou je vais être emprisonné ou plein de choses. Donc c'est un vrai dilemme très intéressant et je pense que ça nous révélera beaucoup du pouvoir de Bitcoin à l'avenir, comment Tous ça ces pourrait évoluer pays-là se là-bas. posent le même dilemme. C'est Mm. la même question de l'émancipation. Ils veulent s'émanciper des États-Unis en tant qu'État, mais ce faisant, ils émanciperaient leur propre population, ce dont beaucoup se refusent. Donc en fait, c'est un dilemme. Tu vois, Mm. est-ce que je rappelle souvent que l'un des seuls États à avoir interdit Bitcoin, c'est les talibans d'Afghanistan. Alors qu'on pourrait dire ils ont intérêt à quitter le dollar. Mais en fait, pour eux, c'est plus important d'interdire notamment aux femmes d'utiliser une monnaie qui leur permet d'opérer sans l'accord d'un homme dans leur famille, plutôt que de se libérer du dollar. Donc pour l'instant, leur dilemme a été résolu de cette façon. C'est d'abord on oppresse les femmes et ensuite on verra. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Il y a une question peut-être de quelqu'un dans l'audience, Dominique. Comme l'émission touche un peu à sa fin, je vais vous donner rapidement la parole. Vas-y Dominique, si tu as une question. Bienvenue. Oui, oui, tu m'entends? Ouais, très Oui, bien. Ouais, en fait, juste une petite remarque, moi j'admire les analyses de Alex. Là, dans ton discours, tu cherchais le nom de quelque chose qui a duré pendant longtemps, qui va durer encore plus longtemps, et tu avais perdu le nom. C'était bien le Lindy Effect que tu pensais? le quoi, j'ai pas entendu. L'effet Lindy? Ah oui, c'est probable, oui. Ok. Très bien. Bah, merci pour La ces précision. précisions. Ouais. Et il y a aussi dans les commentaires une personne qui disait par rapport au président, enfin la réélection, donc c'est bien seulement 2 fois consécutif ou non pour le président des États-Unis. Donc Trump ne pourra pas se réélire une troisième fois, enfin se représenter une troisième fois. Se réélire tout seul. Oui, on ne sait pas si jamais une autre attaque du Capitole, ça peut, On sait pas. Il on faut ne sait pas. pas. Et donc peut-être dernière question pour clôturer. Qu'est-ce que les personnes de l'audience qui n'ont pas forcément de pouvoir sur un État ou pas forcément de lien avec une personne politique qui pourrait jouer un peu, enfin faire pression, essayer d'influencer son avis sur Bitcoin, qu'est-ce qu'une personne lambda qui est convaincue par Bitcoin pourrait faire pour, je sais pas, agir, faire quelque chose pour développer son adoption en France, dans le monde, peu importe, Dans l'univers, la galaxie. Mmh. dans l'univers. Euh,
il y a une question à se poser personnellement qui est pourquoi on est convaincu par Bitcoin. Et tout le monde n'aura pas la même réponse à cette question. Il y en a, c'est pour des questions logistiques, c'est plus rapide, c'est plus simple, etc. Il y en a que c'est pour des questions de vie privée. Il y en a, c'est pour une conviction sur le système monétaire, etc., etc. Donc c'est pas forcément les mêmes raisons. S'il s'agit d'une conviction sur la société, d'une critique du système monétaire, de la monnaie en soi, par exemple, dans ce cas-là, en fait, comme on n'a pas dépassé le seuil d'adoption en France qui en fait un sujet politique, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que d'en parler autour de soi et de dire voilà, moi je suis là-dedans, voilà pourquoi je suis convaincu, discutons-en, d'avoir des débats. On est quand même, pour le coup, on a ça pour nous, on est une nation du débat. Donc d'en discuter. Et puis après, il y a quelque chose que les Américains font très bien et que nous on fait moins bien, à savoir d'interpeller les élus. Parce qu'un élu au Parlement, s'il reçoit un courrier tous les 8 ans comme quoi Bitcoin c'est intéressant, il le met à la poubelle. S'il en reçoit 5 par jour, et à un moment donné, il va dire à son assistant parlementaire tu vas creuser ce sujet-là parce que je passe pour un con en fait, je peux pas répondre à qui que ce soit dans ma circonscription. Mais c'est quelque chose qu'on fait moins en France. Je confesse aisément que je ne l'ai jamais fait. Donc je ne vais pas donner de leçons, mais si vous voulez vous impliquer pour l'adoption, ça fait partie du panel de choses qu'il faut pouvoir faire, en parler, en faire un élément. Moi, je ne suis pas, par contre, tout à fait favorable à en faire un single issue vote, comme on dit. Pour moi, Bitcoin tout seul n'est pas un projet de société. Bitcoin est un projet politique, puisqu'il critique certaines choses, il se positionne, voilà, il y a, je veux dire, suffisamment de choses dans le white paper, dans le Blockgenesis, etc., dans les positions qui ont été prises, et même dans l'outil qui est proposé, étant neutre, donc ouvert, tout ça est politique. Cependant, la politique, ce n'est pas que Bitcoin. Donc je suis en règle générale assez réticent à dire, même si j'en comprends l'intérêt politicien, c'est-à-dire de dire que si j'en fais un single issue vote et que je ne déroge pas à ma règle, en fait, au bout d'un moment, les gens vont être obligés d'intégrer ma problématique dans leur agenda politique. Je comprends le fonctionnement, mais pour moi, si quelqu'un, supposons qu'un personnel politique français dise un truc positif sur Bitcoin, mais que tout le reste, je trouve que c'est une sous-merde, je vais peut-être pas voter pour lui, quoi, ou elle. Voilà, c'est un peu ça que j'essaye de dire, c'est d'éviter de tomber dans la caricature, d'en faire une réflexion unique autour de Bitcoin. Voilà, toute la vie n'est pas Bitcoin. Vous avez des amis, une famille, des voisins. Il se passe des trucs dans votre quartier, votre rue. Vous avez un travail, un emploi, des gens que vous rencontrez. Donc il n'y a pas que Bitcoin dans la vie aussi. Mais tous ces gens-là, vous pouvez leur en parler, tout simplement. Voilà pourquoi je travaille là-dedans, qu'est-ce qui m'a convaincu, qu'est-ce que tu en penses, et d'essayer, alors là, pour le coup, si je peux donner des conseils, des malheureux conseils, entre guillemets, c'est que dans cette démarche de conviction, je prends notamment l'exemple de l'environnement sur lequel, effectivement, j'avais écrit. En fait, beaucoup de gens ont une idée préconçue, ont un préjugé sur Bitcoin. Et donc, en fait, ça ne fonctionnera pas de les aborder avec Bitcoin. Si vous dites bonjour, moi je suis dans Bitcoin, c'est stylé, qu'est-ce qu'on en discute? En fait, vous allez passer pour un témoin de Jéhovah, et donc ils diront ça me saoule, laisse-moi tranquille. À l'inverse, si vous partez des problèmes que Bitcoin peut résoudre, donc dans le cas de l'environnement, c'est parler de, par exemple, l'incompatibilité entre un système monétaire infini et une planète finie, de parler de la difficulté à équilibrer des réseaux électriques, voilà, c'est de partir du problème et d'arriver à agréer avec votre interlocuteur sur le fait qu'il y a un problème et que ce serait vraiment cool d'avoir une solution à ce problème qui remplisse le cahier des charges X, Y, Z. Et une fois que la personne a agréé, en fait, c'est le moment de dire, en fait, cette solution, elle existe. Est-ce que tu connais Bitcoin? Ça sert à ça. Et donc, ce raisonnement-là, il peut être tenu sur la partie monétaire, sur la partie politique, sur la partie libérale, propriété privée, ce qu'on veut, sur la partie écologie, évidemment, environnement, énergie. Vous aurez plus de succès, en fait, à faire ça. Alors moi, je peux difficilement le faire, parce que maintenant, j'ai Bitcoin écrit sur mon front un peu partout, mais je vous enjoins à procéder comme ça avec votre entourage, votre famille, vos amis, si vous n'êtes pas encore spoté comme étant invétéré bitcoiner, de procéder de cette façon-là, ce sera beaucoup plus simple pour engager une discussion beaucoup plus intéressante
parce que vous prenez un risque trop important à dire bonjour Bitcoin, comment ça va? En fait, vous allez tout de suite être catégorisé soit en bien, soit en mal, mais vous n'aurez pas le débat qui permet de convaincre, en fait, qui permet de faire changer d'avis des gens. Le but n'est pas juste de créer une communauté d'entre-soi, mais c'est aussi de l'élargir et d'essayer de convaincre des gens que des problématiques existent et que Bitcoin est une réponse possible parmi tant d'autres. Et je terminerai par ça. D'éviter également dans la réflexion de sombrer, même si la tentation est forte pour tout le monde, pour moi aussi, de sombrer dans des analyses monocausales, c'est-à-dire de dire en fait Bitcoin c'est intéressant, ça permet de résoudre ça et ça. Ah bah du coup en fait Bitcoin permet de résoudre tout sur la planète, la faim dans le monde, les maladies, la guerre, tout ça, il y aura plus. Si Bitcoin est monnaie, boum, il y en a plus. Voilà, l'humain change de nature, c'est formidable. Il arrête de faire ce qu'il a fait depuis 2500 ans, 10 000 ans pour la sédentarité. Grâce à Bitcoin, on sort de tout ça. Bon, non. Non, ça marche pas comme ça. Il y a des choses pour lesquelles Bitcoin est une solution. Il y a des choses pour lesquelles Bitcoin est une partie de la solution. Et il y a des choses pour lesquelles Bitcoin ne changera rien. Donc c'est pas voilà, éviter de tomber, sinon vous allez être catégorisé assez rapidement dans la case sectaire, et à juste titre d'ailleurs si vous le faites. Et donc ça réduira vos interactions avec vos proches et donc votre façon de convaincre autour de vous et donc de favoriser l'adoption et donc l'effet de seuil et donc la prise en compte par le personnel politique. Et si je peux rajouter une petite pierre à cette réponse, à cet édifice, aussi, c'est un point important, ça peut être déjà en parler à des gens que vous connaissez personnellement et vous savez que cet aspect, l'écologie, l'inflation, la censure financière, peu importe, l'intéresse tout particulièrement ou est touché directement par ce sujet-là et amener Bitcoin par là, donc comme tu as dit, pas le mentionner dès la première phrase, mais essayer de poser le problème d'abord et ensuite le proposer comme une des solutions pour paraître plus modéré. Et voilà. Bah, super, merci beaucoup Alexandre d'être venu. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, un dernier mot, une dernière auto-promo ou quelque chose. Oui, si tu me laisses l'occasion de faire une auto-promo, je ne vais pas cracher Vas-y, dessus. n'hésite pas. Non, mais c'est que donc vous pouvez retrouver, en gros, si ça vous intéresse, ce que je raconte sur les différents thèmes qu'on a pu évoquer, soit me suivre sur Twitter, là où on est. J'écris pas mal de choses sur LinkedIn aussi, et puis j'ai mon Medium sur lequel, on l'a dit tout à l'heure, j'ai écrit l'article en l'occurrence sur l'événement aux États-Unis, mais j'avais aussi écrit l'article sur l'environnement, la partie sur la surveillance financière, sur l'incompatibilité de la monnaie infinie avec le monde fini. Donc j'écris pas mal sur tous ces sujets-là. Et puis, petite pub à nouveau pour les amis de PVH Édition, qui ont donc édité mon article qui est disponible sur la boutique en ligne sur l'environnement et qui veulent le refaire pour l'article sur la surveillance financière. Et qui donc sollicite vos achats, vos pré-achats en crowdfunding pour pouvoir distribuer cet ouvrage le plus largement possible à des gens qui ne sont pas au courant, parce que évidemment les sujets de surveillance financière, ils ont un problème, c'est que en règle générale, les seuls qui sont au courant sont ceux qui n'ont pas intérêt à ce que ça s'arrête. Et donc il faut aussi passer le mot sur des problématiques importantes liées à potentiellement l'émergence de l'euro numérique, mais même pas besoin d'aller jusque-là. Hein. Le système bancaire actuel fonctionne déjà très largement sur la base d'une surveillance disproportionnée. Donc c'est intéressant de se renseigner là-dessus. Donc voilà les différents canaux sur lesquels vous pouvez me retrouver ce que j'écris. Et voilà pour la fin de l'autopromo. Enfin, sauf si j'ai oublié des trucs, mais je crois pas. Peut-être pour faire une auto-promo, enfin une promo dans l'auto-promo, parler de ton papier sur l'écologie que on a mentionné un peu avant, la solution contre-intuitive pour le développement de, je me souviens plus du titre en entier, il faudrait que je l'ai sous les yeux, mais il me semble qu'il est disponible sur Consensus en format papier, Consensus Network, si je me trompe pas. Probable. Alors l'édition c'est PVH, alors peut-être que Consensus l'a repris aussi, puisque de toute façon c'est D'accord. en licence open source. Ok, ok, je savais pas. Mais l'éditeur n'est pas Consensus sur ce D'accord. sujet. C'est Et présent dans les PVH. ok, super. Bah, salut à eux. Et pour ceux qui sont peut-être allergiques à la lecture, il me semble que certains de tes écrits sont en audio sur la chaîne à de fait. Grand Angle Crypto.
Exactement, Voilà. Grand Angle Crypto qui a repris certains de mes écrits en format audio sur YouTube. Donc effectivement, c'est bien de le mentionner pour ceux qui n'aiment pas le format écrit. Parce qu'évidemment, quand j'écris, après ça prend 1 heure à le lire. Donc voilà, pour ceux qui n'aiment pas, il y a une version audio des 2 articles, je crois, sur la surveillance financière et sur le... 3 articles d'ailleurs, parce qu'il y a aussi mon manuel de survie dans la jungle des poncifs anti-Bitcoin qui est disponible sur la chaîne de Grand Angle. Donc je les remercie de relayer sur ces formats qui sont plus accessibles pour certains. Et je vois également que dans l'audience, nous rejoint des personnes qui veulent m'envoyer un signal, comme quoi je suis attendu pour le dîner un peu tardivement. Et donc je veux leur dire que j'ai remarqué ce signal. Et donc je m'apprête à mettre fin à ce space. Oui, je suis désolé, on a dépassé un petit peu. Merci beaucoup encore une fois. Je te retiens pas plus longtemps. Et bonne soirée, bon appétit. Et bonne soirée aux personnes dans le space avec qui tu vas dîner. Salut à tous et salut à l'audience. Merci d'avoir été aussi nombreux. Merci Marie, À la merci prochaine. Christos. À la prochaine, salut. Salut.